Bonjour à tous, merci d'être présent pour cette présentation. C'est un REX, en fait un retour d'expérience sur le médico-social. L'idée c'était de vous présenter quelque part l'expérience qu'on a eue pour la ville de Paris sur la mise en place du SI SPASAD, donc c'est le réseau des soins à domicile. On va le voir dans le détail. L'idée c'est d'appréhender la transformation numérique des structures de soins à domicile et puis d'aborder plus généralement le médico-social. Et puis au-delà du médico-social, l'offre de services OnePoint qu'on a sur ce périmètre. Donc, quelques mots sur la compréhension globale du secteur avec des éléments de langage qui sont importants pour bien appréhender cette thématique. Ensuite, le retour d'expérience en lui-même qu'on a eu sur cette mission qui a été très enrichissante pour nous. Et puis, quelque part, conclure sur la partie offre de service OnePoint et puis faire connaître un petit peu nos différentes propositions en rapport avec le marché CAIH. Qu'est-ce que le secteur médico-social? J'avance très vite là-dessus parce que quelque part, vous avez déjà un petit peu la vision de ce secteur qui est complexe, qui quelque part en miroir par rapport au sanitaire présente des spécificités. Ce que je dirais en quelques mots, c'est que le secteur médico-social et donc aussi le secteur social englobe plusieurs filières. Je vais faire vraiment très simple. Donc la filière des personnes âgées que vous connaissez à travers les EHPAD et d'autres structures d'accueil de ces personnes, donc à travers de l'hébergement mais aussi du soin à domicile. Vous avez aussi la filière des personnes, de la prise en charge des personnes en situation de handicap, qu'elles soient enfants, adolescents ou adultes, à l'âge adulte. Donc en fait c'est vraiment un périmètre assez large qui va au-delà d'un épisode de soins et qui couvre tout le parcours de vie d'une personne qui se trouve dans une de ces filières-là. Quelque part ces quelques éléments sont importants c'est important de les détailler peut-être avec vous, et puis vous êtes libre aussi de poser certaines questions. Donc qu'est-ce qui différencie les deux secteurs? Le secteur médico-social, un petit peu comme ce que j'ai évoqué, c'est une diversité de structures et de prestations. Je pense qu'on n'a pas trop d'une vie pour appréhender toute la diversité des structures médico-sociales, que ce soit sur le handicap ou sur la prise en charge des personnes âgées ou des personnes en situation de fragilité. On n'a pas trop d'une vie pour connaître les différents acronymes, les différences de prise en charge. Et quelque part, c'est ça la spécificité du médico-social. Il y a aussi une thématique ou une variable sur le financement qui est à appréhender. Souvent, les structures médico-sociales sont financées à la fois par le conseil général que vous connaissez sur la partie hébergement, et puis après sur la partie soins, vous avez plusieurs systèmes de financement qui peuvent être à la fois les ARS, les agences régionales de santé, ou l'assurance maladie en elle-même. Donc ça, c'est vraiment le double financement avec plusieurs tutelles quelque part, hein, faut employer ce mot-là. C'est vraiment la spécificité du médico-social. La notion de parcours de vie aussi, je l'aborde. On a quelques planches après qui arrivent et qui permettent de quelque part d'illustrer un petit peu la thématique. Comme je l'ai dit, et c'est à la différence du sanitaire. Vous savez, sur le sanitaire, quelque part, c'est une prise en charge. Alors c'est vraiment important de prendre en compte ces différentes thématiques. C'est une prise en charge qui permet à un patient qui est à domicile de le prendre en charge sur un soin, et ensuite il y a une sortie. Quelque part, c'est une prise en charge sèche, même si on parle de parcours maintenant, de parcours de soins. Dans le médico-social, on parle de parcours de vie. C'est très important d'avoir cette notion-là parce que c'est souvent les personnes en situation de... On a Gustave Rossi qui vient nous rejoindre. Souvent les situations en situation de handicap, quelque part, elles ont le handicap à l'enfance et puis ensuite ça les suit tout au long de leur vie. Et donc au cours de leur parcours, elles sont prises en charge à l'âge enfant et adolescent par des structures de scolarité, par des structures aussi d'accompagnement. Et puis à l'âge adulte, il y a toute la problématique de l'insertion professionnelle pour certaines populations qui le peuvent. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et il y a aussi une notion que je veux vraiment mettre en avant, c'est le distinguo entre des éléments de langage que l'on a. Même moi, j'ai fait l'erreur souvent de parler de prise en charge pour le médico-social. On parle plus généralement d'accompagnement de l'usager. On ne parle pas de patient, on parle d'accompagner l'usager, notamment sur son parcours de vie. À la différence de la prise en charge en soins, qui est vraiment la prise en charge du patient sur un épisode de soins, comme on l'a dit. Et puis les modalités de tarification, on l'a un petit peu évoqué, mais c'était important de resituer un petit peu ces éléments-là pour que vous ayez des notions vraiment de différentiel entre les deux secteurs.
J'aborde très vite le retour d'expérience qu'on a eu sur la mission qu'on a menée pour la ville de Paris. Donc c'était pour le CASVP, donc le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui s'est lancé depuis 2019 sur la fusion des organisations SIAD et SAD au sein du même organisationnel et ensuite système d'information qu'on a appelé SPASAD. Donc je ne sais pas si tous ces acronymes-là sont connus de votre de votre côté. Je vais peut-être les expliquer. Donc, le SIAD, on va le voir dans le détail hein, par la suite. Donc, les SIAD, ce sont les soins à domicile, donc opérés par des infirmiers ou des infirmières qui viennent soigner le patient à domicile. Souvent, ce sont des personnes âgées ou des personnes en fragilité qui ont besoin de soins. Donc, on a tous dans nos familles ou peut-être dans nos connaissances des personnes qui ont été soignées à domicile par des réseaux de soins à domicile, donc des SIAD. Et de l'autre côté, vous avez des SAD, donc ce sont plutôt des intervenants à domicile qui viennent parce qu'il est survenu pour une personne en situation de handicap ou pour une personne âgée qui a besoin de se faire aider sur aller faire les courses, faire le ménage, l'habillement ou différentes prestations qui permettent à la personne âgée de rester à domicile et ensuite d'être autonome, avec une aide bien sûr. Et c'est là qu'on voit un peu le distinguo entre la prise en charge, donc côté SIAD, en termes de soins, hein, c'est des piqûres, c'est un certain nombre de choses que font les infirmières, et puis ensuite côté SAD, c'est l'accompagnement pour rester autonome à domicile, et éviter l'hébergement en structure dure en fait. Hein. Donc voilà, vous avez quelques éléments là qui vous permettent de voir un petit peu la spécificité. Mais ce que je veux noter, c'est que une réforme réglementaire a incité ces deux organisations de la ville de Paris à fusionner en termes d'organisation. Donc à la fois les infirmières et tous les intervenants du domicile. Et quelque part, ça a posé la question du système d'information qui était à mettre en place pour justement couvrir les deux filières. Donc là, vous avez un petit détail. On va aborder un petit peu cette partie-là. Donc la création d'un SPASAD unifié, je fais une petite correction parce que depuis 2023, donc juillet 2023, on ne parle plus de SPASAD, mais on parle de service d'autonomie à domicile. Donc c'est quelque part plus simple que SPASAD, mais ça regroupe à la fois les infirmières et les intervenants du domicile. Donc quelque part, le SI qui est à mettre en place doit pouvoir permettre de couvrir ces deux populations-là, les infirmières et les intervenants du domicile, et quelque part, la coordination des interventions, la mutualisation des interventions et l'accompagnement unique, fluide et sécurisant au sein d'un système d'information unifié. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces acronymes, mais il y en a encore quelques-uns. Donc voilà, ça c'est un petit descriptif. Quelque part, on a fait la présentation très générale. Vous aurez la possibilité peut-être de regarder de plus en détail les différences entre un SIAD et un service de soins en tant que service de soins à domicile et un SAD qui est le service qui regroupe les intervenants du domicile. Donc quelque part, c'est la carte globale qui permet de détailler les missions, le public accueilli. Donc peut-être la différence que je veux noter, c'est que véritablement le SIAD adresse les personnes plus ou moins âgées de plus de 60 ans ou un peu moins de 60 ans. Donc souvent des personnes âgées hein, pour le coup, alors que le SAD peut inclure des personnes handicapées ou qui sont ponctuellement en difficulté et aussi des personnes, des personnes âgées. Donc là, il y a quelque part un public un peu plus large que le simple public des personnes âgées. Donc ça à prendre en compte. Et puis là, vous avez un peu les différentes modalités qu'on a évoquées. Les modalités d'admission, donc c'est important de voir que le SIAD, c'est une prescription médicale, opérée soit par un praticien hospitalier ou un praticien libéral. Et puis ensuite, il y a une décision du gestionnaire pour l'intégrer dans un réseau de soins. Et puis là, le SAD, c'est une décision du gestionnaire, bien sûr, avec une équipe d'évaluation qui évalue un petit peu les besoins en termes d'autonomie de la personne à accompagner. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'il y a une différence réelle entre le SIAD et la HAD ? Alors, la question qui a été posée, c'est la différence entre une structure, le SIAD, et l'HAD. La première différence qu'on peut faire, c'est que l'HAD s'inscrit dans le cadre d'une hospitalisation. Souvent, enfin, je vais caricaturer, mais ça reste une hospitalisation qui se fait à domicile. Donc il y a typiquement la problématique des fins de vie. Donc typiquement les personnes qui sont en soins palliatifs peuvent demander à un moment donné, sur la base d'une prescription, à
quelque part finir un petit peu le parcours à domicile et donc à avoir une hospitalisation à domicile. Donc c'est un lit qui est mis à disposition, médicalisé, qui permet d'avoir un certain nombre d'intervenants qui font partie de l'équipe HAD, mais aussi des opérateurs du monde libéral qui interviennent à domicile. Donc il y a tout un système de prescription, etc., mais qui est opéré par des équipes hospitalières. Alors qu'un SIAD, là on est plutôt sur une thématique de ville, c'est-à-dire que les patients peuvent être soit à domicile directement, ou soit ils peuvent être pris en charge au niveau d'EHPAD, enfin de résidences de personnes âgées non médicalisées. Et donc les infirmières du domicile interviennent, mais on est dans le cadre de la ville, tu vois, le distinguo entre la ville et l'hôpital, et qui interviennent sur un certain nombre de prescriptions médicales opérées par un praticien qui n'est pas hospitalier. Bon, il y a plusieurs niveaux de distinguo, mais quelque part, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les SIAD souvent s'articulent avec les EHPAD. Souvent dans l'offre de service d'une structure, souvent les structures qu'on adresse, vous avez les SIAD qui sont aussi, qui font partie au même titre qu'un EHPAD, qu'une résidence ou qu'une équipe Alzheimer. Ça fait partie de l'offre de service normale d'une structure qui essaye d'opérer sur les personnes âgées. Bon, on peut passer là-dessus. Quelque part, je vais peut-être faire un focus. Alors, peut-être pas faire tout le détail, mais quelques points de focalisation. Donc, une mission de SAD, c'est vrai que c'est important. On vous a dit qu'il y avait une prescription médicale à la base de la prise en charge en SIAD, mais ensuite, il y a toute une évaluation des besoins qui est faite par l'équipe, et notamment par une infirmière cadre qui vient évaluer un peu le besoin en soins. Et puis ensuite, vous avez forcément dans le système d'information toute la partie des soins infirmiers qui doivent être couverts, donc en termes de constants, de gestion des médicaments, de prise de sang, d'injection, etc. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. Et puis ensuite, il y a une coordination avec les autres acteurs de santé. Donc ce sont des infirmières qui interviennent. Mais elles interviennent sur la base d'une prescription médicale, et puis il y a d'autres intervenants aussi du domicile. Donc les kinés, les ergothérapeutes, les assistantes sociales, toutes ces personnes-là sont aussi partie prenante de la prise en charge du patient ou de l'accompagnement de l'usager, puisqu'il faut parler médico-social, à domicile. Ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a toute une dimension soutien psychologique qui est importante justement pour des personnes qui restent isolées et qui souvent ont pour seul contact ces personnes qui viennent opérer à domicile. Ça, c'est pour les SIAD. Et puis ensuite, sur les SAD, ce sont plutôt des intervenants du domicile. Bon, on a vu le détail. Il y a aussi toute une dimension aide à la vie quotidienne qu'on a souligné ensemble. La dimension soutien psychologique, psychosocial aussi, pour éviter une rupture. L'autonomie ne veut pas dire que quelque part, il y a une rupture de l'usager vis-à-vis de son écosystème. Donc quelque part, c'est pas l'aider pour l'assister de manière décorrélée. Il faut l'aider pour quelque part l'aider à rester autonome. Très important d'avoir cette notion-là en tête pour que justement le maintien à domicile puisse s'opérer. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, la coordination des services. Donc il y a une prise en charge coordonnée du SAD avec les équipes du SIAD. C'est ça la problématique en fait. C'est que les infirmières et les intervenants puissent se coordonner et aider par un système ou une plateforme de services qui soit intégrée. Voilà. Bon, on a fait un joli dessin, c'était pour vous montrer toute la complexité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelque part, c'est un beau schéma. Donc là, c'est le parcours des personnes âgées. Quelque part, on le voit, c'est complexe. Il y a toute la dimension maintien à domicile, et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'intervenants. Donc les médecins de ville, les paramédicaux, bien sûr. Aussi les aidants, la famille qui sont à proximité. Là, vous avez tous les intervenants du domicile. Donc là, j'ai référencé les SAD, enfin toutes les structures qu'on a évoquées. Donc ça, ce sont les intervenants du domicile qui viennent au domicile pour permettre justement ce maintien à domicile. Et puis ensuite, toute la dimension hospitalière, ville, EHPAD, EHPA aussi sur la résidence des personnes âgées. Donc quelque part, ça vous donne quelque part un écosystème complexe sur lequel les réseaux de soins à domicile interviennent pour permettre justement au maximum le maintien à domicile de ces personnes-là. Ça, c'est sur le parcours personnes âgées. Ensuite, sur la dimension, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi les parcours enfants et adolescents handicapés. Bon, je ne rentre pas dans le détail forcément de cette thématique, mais quelque part, c'est intéressant de voir aussi que pour ces personnes en situation de handicap, il y a aussi, au-delà de l'insertion dans des réseaux éducatifs, donc là, c'est toute la dimension éducative, bien sûr, aussi de l'inscription dans
le sanitaire fait aussi partie des intervenants, et ben vous avez aussi des intervenants du domicile qui permettent, en lien avec les MDPH, de pouvoir intervenir auprès des enfants et adolescents handicapés. Donc là, ça montre aussi une complexité de tout l'écosystème du parcours. Et quelque part, quand on parle de parcours de vie, c'est tous ces intervenants-là qui interviennent à un moment donné de l'histoire du patient et de l'usager. Puisque la personne, l'enfant et l'adolescent handicapé peuvent être aussi tour à tour patients et usagers. Voilà, ça c'est la déclinaison sur la partie parcours handicapé. Quelque part, vous avez aussi le même système d'intervenants à domicile qui intervient au milieu de cette myriade d'acteurs qui permettent à l'adulte en situation de handicap aussi d'être maintenu à domicile et d'avoir une autonomie. Donc quelque part, ce qui nous a été demandé par le CASVP et la mission qu'on a menée, c'était sur ces trois axes-là. Donc quelque part, rédiger le cahier des charges en vue de la publication d'un appel d'offres. Donc en fait, on a réuni les professionnels du SAD et du SIAD pour pouvoir exprimer des besoins et ensuite formaliser un cahier des charges. Le deuxième point, c'est aussi de préparer toute la comitologie et ensuite de pouvoir identifier les fournisseurs, donc les éditeurs sur le périmètre qui allaient être pertinents et qu'on allait intégrer dans la consultation. Donc il y a une analyse de la valeur projet aussi qui a permis de faire l'étude d'opportunité du projet et puis ensuite la présentation à la comitologie décisionnaire qui faisait partie du projet. Et puis la partie aussi qui est intéressante, c'est notre accompagnement pour la passation du marché et le dépouillement des offres. Donc c'est ce qu'on fait de manière assez usuelle à OnePoint. Au-delà du cahier des charges, on est en capacité de piloter la consultation et d'aider nos clients à ouvrir quelque part les différentes offres, à les analyser, à établir un certain nombre d'évaluations, à aussi organiser les ateliers avec les éditeurs et puis ensuite proposer un rapport d'analyse des offres complet et puis un dossier de choix qui permet justement d'arbitrer sur le choix des solutions. Bon, là-dessus, je passe pour peut-être avoir un focus assez imagé sur la cartographie fonctionnelle cible. Donc quelque part, c'est l'extract global qui permet d'avoir une idée de ce que c'est qu'un système d'information d'un service d'autonomie à domicile. Donc vous avez toute la dimension métier qui est là. Qui permet justement la gestion des demandes en amont, puisqu'il y a un certain nombre de demandes qui sont honorées, et ensuite il y a des arbitrages pour dire est-ce qu'on l'intègre dans le réseau de soins ou pas. Et ensuite vous avez l'accompagnement de l'usager, la préparation de la visite, bien sûr, donc la visite qui va permettre de déterminer le programme de soins, et puis ensuite l'accompagnement de l'usager tout au long de sa prise en charge au sein du SAD ou du SIAD. Puis ensuite, vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont sur le soin, bien sûr, sur la partie infirmier, et puis gestion de la relation usager qui peuvent aussi intéresser les paramédicaux et les intervenants du domicile. La gestion administrative aussi, donc ça c'est des choses assez usuelles. Il y a un gros bloc mobilité puisque ces intervenants du domicile, qu'ils soient professionnels de santé ou intervenants au sein de l'équipe SAD, ont besoin d'avoir quelque part des terminaux mobiles, donc des tablettes, des téléphones, sur lesquels ils renseignent leurs soins, où ils renseignent leurs observations ou leurs notes, et qu'ils puissent partager avec l'ensemble de l'équipe de prise en charge et d'accompagnement de l'usager. Donc la mobilité, c'est très important. Et puis ensuite, il y a toutes les fonctions support. On ne va pas faire le détail, mais bien sûr, il faut que tous ces soins qui sont prodigués ou tous ces accompagnements puissent être intégrés dans une facturation et intégrés dans le système financier. Et puis ensuite, il y a toutes les fonctions support qui sont détaillées, donc la logistique, la maintenance, l'ergonomie, etc. La partie aussi qui est très importante et qui est très stratégique pour justement une structure qui se regroupe à la fois avec des soins à domicile opérés par des infirmières et aussi par des intervenants du domicile, c'est d'avoir un système d'information qui est une vraie aide au pilotage de l'activité. Donc quelque part avec un certain nombre de tableaux de bord à rendre compte vis-à-vis des tutelles, des référentiels, des statistiques à produire de façon assez régulière sur la qualité des soins prodigués et des accompagnements, la gestion des parcours et puis aussi produire un certain nombre d'états réglementaires. Donc c'est vraiment sur ces 4 blocs-là que porte vraiment quelque part l'essence même du système d'information d'un SAD, donc d'un service d'autonomie à domicile. On va passer pour quelque part quelques éléments de
repères sur l'écosystème éditeur sur le périmètre. Je fais très vite là-dessus parce qu'on n'est pas exhaustif. Donc quelque part, il y a deux grands niveaux, deux grandes familles d'éditeurs. Les leaders du marché. Bien sûr, Berger-Levroy a été consulté dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment des leaders qui ont une offre sur le soin à domicile, mais pas que, et qui sont en capacité de couvrir un périmètre fonctionnel élargi et qui équipe de nombreuses structures médico-sociales. Et puis ensuite, on a les éditeurs spécialistes du soin et de l'accompagnement à domicile. Donc quelque part, vous avez le listing là, Arch avec la solution MAD, Axigate avec la solution GeoSoin, MobiSoin et Domilink, et ensuite Serig aussi avec la solution CDAct qui ont été intégrés à la consultation. Vous avez d'autres éditeurs aussi qui n'ont pas forcément été retenus pour le sourcing, mais quelque part, ça vous donne une idée de quelque part des éditeurs qui opèrent sur ce périmètre-là. Voilà. Peut-être en termes de retour d'expérience, sans rentrer dans le détail des éléments, on s'est rendu compte que la réforme réglementaire elle est de 2015. La ville de Paris s'est inscrite dans une fusion des activités depuis 2019. On est en 2023-2024. On a constaté quand même une maturité encore à parfaire côté éditeur pour proposer des fonctionnalités, notamment sur la partie pilotage qu'on a vu tout à l'heure et sur la partie métier en elle-même. Aujourd'hui, les solutions, quelque part, des différents SAD qu'on a sur le territoire hexagonal, quelque part, c'est encore deux systèmes d'information décorrélés qui ne dialoguent pas ensemble. Donc encore, les fonctionnalités transverses qui permettent justement de piloter ces deux activités-là sont encore à renforcer au terme du sourcing qu'on a pu mener. Bon, c'est le principal enseignement qu'on a eu sur cette consultation. J'avance. Donc là, c'est le planning projeté. Donc notre accompagnement, elle a vraiment été sur cette partie-là, sur tout 2023. Donc le cahier des charges, tout le sourcing et puis les différentes présentations. Et puis ensuite, la suite, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc la publication du marché, le choix de l'éditeur et puis ensuite, quelque part, l'implémentation de la solution qui nous mène jusqu'à 2025. Donc avec un objectif de mettre en place le nouveau système d'information avant le T3 2025. Bon. Par rapport à ce planning-là qui était le planning projeté, il y a eu des décalages. Il y a des décalages. Puisque vous savez qu'il y a quand même l'événement des JO qui intervient, et donc il y a un certain nombre de priorités qui ont été un petit peu mises en attente. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, l'analyse des risques, elle restitue un petit peu ça. Au-delà de l'analyse des risques, je voulais vous présenter peut-être dans une troisième partie l'offre de service OnePoint qui se fait en lien avec notre marché CAIH. Bon, quelques mots sur le marché CAIH, je crois que tous les jours on l'a mis en avant. C'est vraiment le marché qui est structurant pour nous, qui nous permet d'intervenir sur tout l'écosystème de santé. Donc le marché AMOA, avec 3 lots sur lesquels le groupement OnePoint DocaPost est titulaire. Donc le lot 1, qui est sur la partie études. Donc les études, c'est les schémas directeurs, les cahiers des charges, les différentes études de faisabilité, d'opportunité, les études amont, mais aussi tout ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à accompagner sur un marché public, ça fait partie aussi de l'accompagnement sur les études. Voilà. Ensuite, vous avez le lot 2 qui est vraiment sur la partie pilotage, déploiement des solutions numériques, quelles qu'elles soient, pour les structures médico-sociales, pour les établissements sanitaires et pour tous les acteurs de santé, et aussi pour les agences, les ministères. On est assez large dans ce domaine-là. Il y a toute une dimension aussi audit qui intervient, qualité, donc par rapport à des référentiels que vous connaissez. Et puis ensuite, le lot 4, sur la conduite du changement et le support au déploiement, donc tous les accompagnements sur des thématiques de formation, de communication, de support au déploiement, c'est vraiment sur ce lot-là qu'on se concentre. Donc voilà, ça c'est le marché CAIH dans sa déclinaison lot par lot. Quelque part, j'ai fait un focus sur les offres médico-sociales qui nous concernent, enfin qui concernent la thématique de cette présentation. Donc quelque part sur le lot études, un focus sur l'expérience usagée, je dirais même un focus sur 2 thématiques, l'expérience usagée et le parcours usager. On a mis en place à OnePoint
une offre de services dédiée pour accompagner les structures médico-sociales sur la définition de leur parcours et aussi la prise en compte des impacts numériques. Puisque maintenant, on ne peut plus penser la transformation des organisations sans le numérique. On a intégré la capacité à intervenir pour les structures médico-sociales sur les parcours de vie, comme on l'a évoqué ensemble. Donc la dimension parcours et puis ensuite l'expérience usagée, donc l'amélioration quelque part de l'accompagnement de l'usager qui serait aussi une source d'accompagnement chez nous. Donc voilà, expérience usagée, parcours de vie, ça résonne ensemble. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est notre offre sur les dossiers résidents et aussi les dossiers usagers. Quelque part, l'accompagnement à la mise en œuvre, la conception et la mise en œuvre d'offres pour des EHPAD territoriaux, ça fait aussi partie des offres qu'on veut mettre en avant à travers ce lot études. Et puis ensuite, sur toute la dimension, puisque OnePoint se définit comme un acteur, un architecte de la transformation numérique et de l'innovation, quelque part la capacité à mener des études stratégiques d'innovation digitale sur un certain nombre de services qui peuvent être proposés à des EHPAD, à des structures médico-sociales pour améliorer quelque part les objectifs de l'expérience usagée et le parcours global d'une personne prise en charge dans ces structures-là. La déclinaison de nos offres de services sur le lot 2, quelque part, c'est un point important. La conduite de projet DUI, donc le dossier usager unique. Vous savez qu'on parle de dossier patient à l'hôpital, dossier patient informatisé. On parle de DUI au niveau d'une structure médico-sociale, donc à la fois sur les personnes en situation de handicap, mais aussi sur les personnes âgées, quelque part la possibilité de les accompagner sur le déploiement de solutions DUI qui couvrent un certain nombre de fonctionnalités, métiers et aussi d'accompagnement global. Donc ça c'est important de l'avoir en tête et notamment on accompagne au sein de la structure EPNAC un projet de mise en place d'un DUI au global sur la structure, sur l'institution. L'innovation aussi est abordé dans sa dimension pilotage du projet digital, donc en aval quelque part de l'étude, et puis ensuite la capacité aussi à travailler sur les référencements des applications en lien avec mon espace santé et avec tous les référentiels nationaux et les services socles nationaux, donc le DMP, la messagerie sécurisée, l'identifiant national de santé. Le RPPS, enfin tous les référentiels socles qui permettent d'identifier les professionnels et aussi les patients. La conduite du changement aussi à mettre en avant puisqu'on a une offre formation donc sur qui se décline de façon assez pointue sur le e-learning, les nouvelles façons d'apprendre, la formation aussi d'un certain nombre de référents. On a aussi une offre de formation qu'on veut développer sur quelque part la mise en place des managers médicaux. C'est aussi une nouvelle activité qui est demandée par les structures de santé. Donc voilà, aussi la mise en place de serious games qui peuvent aussi aider à prendre en compte un certain nombre de formations, etc. Formation aussi sur les dossiers résidents, donc c'est un peu le corollaire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quelque part notre offre elle est vraiment déclinée sur ces différentes thématiques qui sont en lien avec le marché CAIH. Je fais un petit focus là-dessus. Donc là, c'est quelque part notre offre de service sur la réalisation des projets de transformation numérique, donc avec une approche parcours, donc parcours patient, donc sur la partie vraiment soins, et la partie parcours usager, donc sur les structures médico-sociales. Donc quelque part, on a cet accompagnement qui permet aux acteurs de santé de construire leur parcours patient ou usager cible en cohérence avec les axes prioritaires du projet d'établissement et quelque part de développer un certain nombre d'usages numériques en lien ou en réponse avec les objectifs stratégiques du parcours. Donc notre accompagnement, on a déjà accompagné la PHP sur les parcours ambulatoires, c'était très important pour nous. Donc en lien avec la digitalisation des processus sur le dossier patient Orbis, de Dédalus. On a accompagné aussi l'IGR sur un projet de prévention, donc l'Institut Gustave Roussy sur un projet quelque part assez disruptif de prévention des cancers et donc toute une thématique de design des cas d'usage parcours patient, puisqu'on est dans le domaine du sanitaire, la prévention mais aussi du sanitaire, donc à l'usage de patients à risque de cancer et donc aussi
un petit peu en corollaire de cette intervention, il y avait toute la thématique et toute la problématique de les accompagner sur la préparation du dialogue compétitif, donc le cahier des charges, la stratégie d'achat et puis ensuite un certain nombre d'actions sur le planning de déploiement. Donc ça a été très important sur l'IGR. Et puis ensuite, deux références aussi qu'il faut avoir en tête sur la partie privée, donc Elsan, à la demande d'Elsan, du groupe privé Elsan, on était intervenu sur le rapport d'immersion pour améliorer l'expérience patient dans les établissements, donc sur toute la problématique ambulatoire, hein, sur toute la filière de chirurgie ambulatoire, et puis la conception de l'hôpital du futur à Metz. Donc très important de l'avoir en tête, on a transformé vraiment et on a tenu à mettre en avant cette offre parcours patient et usager pour répondre à cette problématique des acteurs de santé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non ? Les DUI et les DPI auront-ils vocation à communiquer, parce que tu nous parlais de l'espace numérique de santé, les DPI sont potentiellement déjà trouvables dessus. Est-ce qu'à terme, les médecins traitants pourraient avoir accès à ces informations, par exemple ? En fait, pour moi, les DUI et les DPI, donc on est vraiment sur la sphère du soin, avec les dossiers patients informatisés, et puis du médico-social avec les DUI. En fait, c'est à travers un certain nombre de... On a vu tout à l'heure, Mon Espace Santé. Donc c'est vraiment la plateforme, quelque part, d'échange et de partage qui va permettre d'échanger de l'information entre le monde médico-social et le monde du sanitaire. Donc il faut vraiment mettre en place au niveau et déployer quelque part les usages de Mon Espace Santé pour permettre un certain nombre d'échanges d'informations. Après, bien sûr, les professionnels, via la messagerie sécurisée, via un certain nombre d'initiatives, peuvent transmettre de l'information avec les circuits qui existent. Mais ce qui va permettre vraiment, et c'est un peu le schéma national, hein, puisqu'on a dit qu'on mettait en place des référentiels et des services partagés via Mon Espace Santé, qui sont à la disposition du patient, mais aussi accessibles aux professionnels et de la ville et de l'hôpital. Donc c'est vraiment par quelque part, c'est cette plateforme-là que doivent communiquer le sanitaire, enfin les équipes du sanitaire et du médico-social.